Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc à cette table ronde intitulée De la Russie des tsars à la nouvelle guerre froide, avec un point d'interrogation qui est très, très important. Ah, ça résonne, oui, donc il ne faut pas parler trop, d'accord. Alors, tout d'abord, en introduction, le sous-titre c'est Enjeux et écriture d'une histoire pour tous. En introduction, je pense qu'on peut tous convenir de cela, qu'une histoire à la fois riche, pensée et accessible a toujours été nécessaire. Et sans doute cette histoire, on en parlera peut-être tout à l'heure, elle est peut-être plus que jamais nécessaire, cette histoire accessible. Mais la question, c'est comment mettre en œuvre cette histoire et quels sont les enjeux de cette histoire pour tous. Et ces questions-là, je voudrais les aborder à partir de deux cas, et donc la Russie des tsars et la guerre froide. La guerre froide dont on dit parfois qu'elle renaîtrait sous nos yeux. Alors, je vous présente tout d'abord les deux intervenantes de ces tables rondes. À ma gauche, Jenny Raflick, qui est professeur de géopolitique et d'histoire des relations internationales à Nantes Université. Et à ma droite, Marie-Pierre Ray, qui est professeure émérite d'histoire de la Russie et de l'Union soviétique à Paris 1 Sorbonne. Et moi-même, donc, Olivier Grenouillot, membre de l'Institut. Alors, Marie-Pierre Ray et puis Jenny Raflick ont en commun d'avoir publié récemment, dans la collection La Bibliothèque a remonté le temps, deux livres. L'un sur la guerre froide et l'autre sur la Russie des tsars. Une collection qui est à peu près un an et demi aujourd'hui, une collection dont l'objectif est justement cette histoire pour tous, qui donne au lecteur à comprendre et à réfléchir sans dire au lecteur ce qu'il doit penser, ce qui me semble très important. Voilà. Alors, à ces deux ouvrages, je mentionne celui que je viens de sortir dans la même collection parce que le sujet, cette année, c'est la France et donc je viens de sortir la Révolution française. Ceci dit, voilà, je serai très rapide. Côté fil rouge, deux temps dans cette table ronde. Le premier, donc, à titre un peu introductif, sur justement comment écrire une histoire pour tous. Et on verra après une deuxième partie beaucoup plus longue où je poserai des questions de manière croisée sur les deux livres. Voilà. Alors pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Donc pour entrer en matière, peut-être pourrions-nous revenir sur cette collection, la bibliothèque a remonté le temps, dont vous êtes donc le fondateur et le directeur. Vous venez d'évoquer la notion d'histoire pour tous. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots? Alors oui, alors, une histoire pour tous, je dirais que par définition, c'est s'adresser à tous les lecteurs, plus précisément à partir de 13 ans. À partir du moment où on entre dans l'adolescence, et après, il n'y a pas de limite d'âge, jusqu'à 99 ans et plus. Et il est vrai que les livres de cette collection ont été lus par des adolescents. J'ai des amis qui sont professeurs en classe prépa qui les ont confiés à leurs étudiants. J'ai des collègues universitaires qui les lisent aussi. Donc vraiment, ça s'adresse à toutes sortes de publics. Et pour s'adresser à tous, il faut, je dirais, d'un point de vue déjà formel, au moins trois choses. Alors il faut, je dirais, l'objet livre en lui-même. C'est vrai que beaucoup, parmi les jeunes maintenant, lisent en ligne, mais l'objet livre est toujours important. Et l'objet livre, finalement, il faut disposer de beaux ouvrages, ça me semblait essentiel. Bien mis en page, imprimé sur un papier qui soit aussi joli, avec une couverture un peu flexible, mais pas trop, qui permettent le voyage, et qui permet également d'avoir un livre dans une belle bibliothèque. Et puis, ces ouvrages sont illustrés, une illustration par chapitre, parce que ce n'est pas l'image qui compte, c'est le texte, mais quand même une illustration, qui sont des dessins à chaque fois. Ici, c'est la reproduction d'une miniature de 1250 qui nous montre le chantier d'une cathédrale, donc dans le livre intitulé Au temps des cathédrales. Et donc, vous voyez, le trait est fin, le dessin doit être beau, mais je dirais que ici, le dessinateur a reproduit un document source. C'est-à-dire que la forme qui est essentielle est toujours là au service du fond, et pas pour elle-même. Et puis, deuxième chose importante, après, je dirais, l'objet livre lui-même, c'est la forme de l'écriture. Il faut que l'écriture soit accessible et donc claire et rythmée. Cela passe par des phrases relativement courtes, par des paragraphes,
Oui, parce que le paragraphe, on y travaille dans le secondaire, mais le paragraphe, c'est le b.a.-ba, finalement, d'un texte implémenté par des paragraphes qui sont courts et par des chapitres d'une dizaine de pages. Et puis, à cela s'ajoute, vous voyez à l'écran, des signets gris hein, qui soulignent le passage dans un chapitre d'une idée directrice à une autre idée directrice. Donc le lecteur est un peu pris par la main hein, dans son périple. Enfin, troisième chose, il faut des formes d'interactivité entre l'auteur et le lecteur. Alors, l'interactivité d'abord en invitant, je dirais, le lecteur à voir comment s'écrit l'histoire, parce que l'auteur lui dit, voilà, il y a des questions qu'on se pose, des faits qui peuvent corroborer telle ou telle hypothèse ou pas. Hein. Et puis parfois, lorsque c'est le cas, on met aussi l'accent sur ce qu'on ne sait pas encore. Hein. Et donc, on invite le lecteur finalement à une sorte d'enquête. Interactivité, c'est le prendre par la main lorsqu'on analyse un document. Hein. Le précédent, l'auteur détaille, décrit le document. Et puis, prendre le lecteur par la main, c'est parfois lui dire dans un chapitre, eh bien oui, rappelez-vous, on avait déjà abordé cette question-là, et là, on va l'approfondir. Donc, des formes d'interactivité, ça me semble indispensable. Hein. Alors, une des formes d'interactivité, de beaux livres, de beaux objets, et on espère que vous allez tous prendre plaisir à nous lire, mais le rapport entre la forme et le fond, est-ce qu'il faut privilégier plutôt le pédagogique, le ludique, être exigeant? Comment concrétiser tout ça? Alors, le ludique, non. Ludique, non. On prend le lecteur au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne l'invite pas à jouer comme si on considérait qu'il n'était pas capable, finalement, d'aborder l'histoire autrement. Et donc, on en appelle à l'intelligence du lecteur. Hein. Et je dirais, c'est la même chose pour ce qu'on appelle la vulgarisation. Le terme m'a toujours irrité parce que l'étymologie de vulgarisation, finalement, laisse planer une sorte de mépris sur les gens qui liraient cette littérature. Comme s'il y avait, je dirais, deux types d'histoires. Une histoire savante, la vraie, pour ceux qui savent, et une autre, je dirais, moins honorable, de moindre niveau, parce que vulgarisée pour les autres. Or, à mon sens, une histoire pour tous n'est pas une histoire vulgarisée, n'est pas une histoire simplifiée. C'est une histoire accessible, bien sûr, mais ambitieuse et pensée. Et d'ailleurs, certains livres de l'histoire savante ne sont pas toujours pensés. Hein. Donc, accessible, ambitieux et pensé. Parce que je pense que chacun peut être attiré par la force des idées, si justement on prend le lecteur par la main et on le laisse entrer dans le livre. Alors, il faut pour cela, il y a 3 ingrédients qui me semblent essentiels. C'est donner dans chaque ouvrage à savoir, à comprendre, à réfléchir. À savoir, en faisant le point sur, je dirais, les faits, les repères essentiels, une carte. Hein, ici, dans le livre La guerre d'Algérie de Jacques Frémaux, une carte d'ailleurs en noir et blanc. On a réussi à synthétiser beaucoup plus d'informations sur quantité d'autres cartes que l'on a pu trouver par ailleurs. Donc des cartes, mais parfois aussi des chronologies, hein, donc des faits, des repères, et puis des notions essentielles. Par exemple, un livre sur les dieux de l'Égypte ancienne, eh bien, on doit passer par les notions de immanence et de transcendance. Vous voyez, c'est ambitieux. Mais dans le texte, on comprend de suite ce que ça veut dire, sans lexique à la fin. Le texte doit permettre la compréhension immédiatement. Voilà. Cependant, ces faits, ces repères, ces notions, je dirais, ils ne sont pas là pour eux-mêmes, pas là pour les enfiler comme on le ferait de perles sur un collier. Ça n'aurait pas de sens. Tout cela, ça doit servir au lecteur à comprendre de grandes questions. Donc, savoir et comprendre. Un exemple, le néolithique. Dans le néolithique, on sait, évidemment, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Mais c'est beaucoup plus de choses que cela. C'est énorme, le néolithique. C'est l'invention de la roue, l'invention des nécropoles, l'invention des temples, la première révolution démographique de l'histoire, l'accélération, finalement, des conflits guerriers, plus d'inégalités sociales. Bref, c'est l'entrée de l'homme dans l'histoire. Voilà. Et ça, on le dit d'emblée, grâce à ce livre, on va voir comment l'homme est entré dans l'histoire. Voilà. Des faits pour comprendre de grandes questions. Et je dirais qu'une fois que ces 2 étapes sont franchies, on peut aborder la 3e étape. Mettre les choses en perspective.
réfléchir aux résonances entre passé et présent. Et donc, je dirais, pour résumer, l'histoire pour tous, c'est tout cela, c'est savoir, comprendre, réfléchir, en donnant au lecteur les éléments pour qu'il se fasse sa propre idée des choses. À la fin de chaque introduction, dans chaque livre, il y a une phrase qui est un peu rituelle, du style « à ces questions qu'on a listées et à d'autres, ce livre vous permettra de répondre. » Vous permettra de répondre. Parce que j'insiste encore, dans ce livre, on ne dit jamais au lecteur ce qu'il doit, s'il doit penser. Notamment, vous verrez peut-être dans les livres sur la Révolution française, quand j'aborde la question des rapports entre la Révolution et l'idée de nation, ou la Révolution et l'idée d'égalité, on passe en revue comment les contemporains voyaient ces idées d'égalité, toutes les idées, voilà, sans prendre parti. Sans prendre parti. Et donc, une histoire pour tous, je dirais, c'est penser une sorte de propédeutique d'une connaissance libre et ouverte. Alors, vous venez de mentionner les résonances entre passé et présent. Comment les voyez-vous concrètement? Comment apparaissent-elles dans les livres déjà publiés? Alors, les résonances, d'abord, résonance, le terme est choisi à dessein, parce que souvent on dit que l'histoire permet d'expliquer le présent, ce qui est faux. L'histoire n'explique pas le présent, d'une part, parce que si c'était le cas, aujourd'hui, nous n'aurions qu'une marge de manœuvre, nous serions finalement contraints par le passé, et puis parce que l'histoire ne se répète jamais vraiment totalement. Et donc, ce que permet l'histoire, c'est pas d'expliquer le présent, c'est de comprendre, c'est différent, de comprendre certains éléments du présent. Et je dirais que si on est habitué à décrypter le passé, cette démarche intellectuelle peut nous permettre aussi de décrypter le présent. Voilà. Alors, ceci dit, les résonances passé-présent, elles apparaissent dans chaque livre de la collection, un peu partout, ici ou là, mais le dernier chapitre de chaque livre est consacré uniquement à cela. Le chapitre 9, résonance passé-présent. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Dans un livre sur les Vikings, le dernier chapitre nous montre comment s'est construite l'image que l'on a aujourd'hui du Viking, avec le casque à cornes, etc. Une image qui n'a pratiquement aucun rapport avec la réalité. Dans le livre Les dieux de l'Égypte ancienne, le dernier chapitre, on s'y demande, est-ce que la religion égyptienne a pu permettre d'établir ou non un pont avec les monothéismes? Ou dans la Révolution française, le dernier chapitre, classiquement, est consacré à comprendre comment la Révolution est devenue un lieu de mémoire nationale. Alors, tout ça, on l'a dit en introduction et puis on vient le voir, tout ça permet d'apporter des éléments de réflexion, etc. Et puis, tout à l'heure dans l'introduction, on a dit qu'une histoire pour tous, c'était aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Alors, pourquoi? Pourquoi justement aujourd'hui c'est si important? C'est important parce qu'on est dans une société de plus en plus atomisée. Une société où l'on doute de tout, avec les conséquences que l'on connaît. Le complotisme, la rupture du lien social. Une société où le débat c'est de la place à la polémique. Une société où le je crois, ou je pense, l'emporte sur la recherche de la vérité. Et je dirais que dans une société comme ça, une histoire pour tous, en rapport avec l'idée de culture générale, est plus nécessaire que jamais. Alors la culture générale, De Gaulle disait en 1934 dans un livre, c'est l'apanage du chef. La culture générale, c'est pour le chef. Et puis il disait aussi, il ajoutait, il n'y a pas d'Alexandre le Grand sans Aristote, son précepteur. Alors, il avait raison sans doute, mais je pense que la culture générale, c'est pas simplement pour le chef. Aujourd'hui encore, j'insiste, dans notre société, la culture générale est nécessaire pour tous, est nécessaire pour le lien social. La culture générale, c'est ce qu'on devrait avoir en commun. C'est ce qui devrait nous unir. Or, cette culture générale dépérit, d'où finalement, c'est une des raisons pour laquelle on a lancé cette collection. Je dirais qu'il y a une ambition civique, travailler à diffuser cette culture générale, travailler à diffuser l'idée qu'on peut s'élever par le savoir, travailler l'idée que la méritocratie, ça existe, et puis, c'est peut-être pas le plus inutile, essayer de donner envie de lire, envie de lire des textes écrits. Voilà.
Alors, pour conclure cette introduction générale, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les titres, les auteurs, les thématiques abordées déjà? Alors, je dirais que les thématiques, Une histoire pour tous, c'est une histoire qui traite de tous les sujets, de toutes les périodes, de tous les espaces. Et donc, au-delà de la Russie des tsars, de la guerre froide, de la Révolution française, on a eu par exemple les Vikings, avec Bruno de Misil, la guerre d'Algérie, avec Jacques Frémaux, l'idée de l'Égypte ancienne, avec Frédéric Servagent, le néolithique, les conquistadors. Et donc, on est déjà à une dizaine de titres. Et puis, va apparaître bientôt aussi de Henri Rousseau, La France sous l'occupation. Et va apparaître aussi La naissance de Rome, avec Vivien Barrière. Donc, vous voyez, des questions larges, qui souvent sont en rapport avec finalement des questions étudiées à l'école, mais pas simplement. C'est ce qui peut, on l'espère, intéresser tout le monde. Voilà. Alors, abordant maintenant la deuxième et la grande partie de cette table ronde. Avec, plutôt que de traiter d'abord de la Russie et des tsars après de la guerre froide, je me suis dit que ce serait plus intéressant si on pouvait croiser les deux livres, d'autant qu'il y a des points communs entre les deux ouvrages. Et donc, je propose trois entrées. La première étant le rapport entre les peuples et leurs dirigeants. Et ma première question, c'est pour Marie-Pierre, parce qu'en vous lisant, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de constante dans l'histoire de la Russie, des tsars. Cette constante, c'est la quasi-absence ou la fragilité des pouvoirs intermédiaires. Ce qui fait que le souverain, le tsar, est souvent face à face avec son peuple. Alors, je voudrais savoir si je ne me suis pas trompé, est-ce que c'est vraiment une constante? Et puis, est-ce que c'est un trait vraiment de très longue durée? Alors, vous m'avez bien lu, Olivier. Être rassuré. Oui, c'est un trait de longue durée. C'est quelque chose qui est très, très spécifique à la Russie, hein, en ce sens que le régime autocratique, hein, dont se réclament les tsars, se met en place à peu près à la fin du XVe siècle avec Ivan III, qui a épousé la nièce du dernier empereur de Byzance, ce qui va lui permettre donc de s'offrir, si je puis dire, une légitimité, la légitimité d'un pouvoir absolu. Et dans le même temps, il emprunte aussi au Khan mongol des pratiques qui attestent sa toute-puissance, en particulier l'usage de la torture, par exemple, hein, qui est vraiment... mais c'est pas un cours, hein. Vous pourrez lire le livre. L'idée, c'est de... Voilà, c'est pas... on n'est pas à l'école. Bon. C'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour parler de choses intéressantes, j'espère. Donc, voilà. Alors, et ce pouvoir absolu se renforce avec Ivan le Terrible, et ensuite, ce pouvoir sacré va se transmettre de tsar en tsar, même si on change de dynastie en 1613 avec l'avènement des Romanov. Alors, ce pouvoir sacré ne se dénoue que par la mort du souverain. C'est quelque chose qui est essentiel dans la mentalité tsariste. On ne peut pas abdiquer et on ne peut pas accepter l'idée de mettre un terme ou de mettre de brider en quelque sorte son pouvoir par une constitution. Et c'est ce qui expliquera ce lien direct entre le peuple et le souverain. Sachant que le tsar n'a que des sujets. Contrairement à la situation française où, par exemple, la noblesse a une forme d'indépendance, et elle est même frondeuse, hein, on le sait, dans le cas de la Russie, la noblesse est sujette et elle est à la merci de la toute-puissance du souverain. Et ce phénomène va perdurer longtemps. Hein. Il n'y a qu'en 1905 que ce schéma va commencer à être ébranlé au lendemain de la révolution, la première révolution, hein, la révolution de 1905, où une assemblée mise en place, la Douma, va commencer à mordre un petit peu sur ce lien direct et cette absence de pouvoirs intermédiaires. Mais en réalité, la Douma, elle peut être dissoute à la convenance du souverain, ce qui montre qu'on n'est pas vraiment dans un schéma constitutionnel. Et on n'a donc pas de pouvoir intermédiaire. La seule concession qui a été faite par les tsars, elle date des années 1860, lorsqu'on va avoir des premières assemblées locales, où là, on aura un embryon de vie politique et où des
personnalités notables, petits notables, de régions, vont pouvoir s'exprimer et commencer à avoir les moyens, pourrait-on dire, une plateforme pour s'exprimer. Mais ça reste très, très limité. Et ce qui explique que, par exemple, la notion de parti politique va intervenir extrêmement tardivement à la fin du 19e siècle. Et dans le même temps, ce qu'on observe, c'est que la structure socio-économique de l'Empire des Tsars, à savoir une toute petite noblesse, 5 à 10% de la population, même pas, et la masse analphabète des paysans, ne laisse pas non plus d'espace pour des catégories qu'on connaît bien en Occident, qui sont les catégories urbaines, bourgeoises, qui vont en Europe porter l'humanisme, l'esprit des Lumières, etc., etc. Et ça, c'est un déficit qui est extrêmement important, qu'il faut vraiment comprendre pour comprendre la Russie des Tsars, parce que c'est aussi un déficit de ces classes moyennes, urbaines, éduquées, qui ne vont pas servir de vecteur aux nouvelles idées comme on l'a en Occident. C'est seulement avec l'avènement de la révolution industrielle, mais elle est très tardive en Russie, qu'on commencera à voir bouger un peu les lignes et qu'on aura une bourgeoisie entrepreneuriale qui va revendiquer des droits nouveaux parce qu'elle commence à baigner dans cet univers. Mais c'est quelque chose qui vient tard, et vous le voyez, finalement, il y a deux obstacles: l'absence de pouvoir intermédiaire au plan politique et l'absence de ces classes moyennes qui ne vont pas être ce vecteur que l'on trouve dans d'autres États. Oui. Alors, et vous parlez également de Poutine, évidemment, dans le chapitre 9, dans les chapitres. Voilà. Et justement, Poutine, dans cette longue histoire, finalement, de la Russie, est-ce que c'est un personnage qui apparaît en continuité dans cette idée, finalement, d'un face-à-face entre un dirigeant et son peuple, ou est-ce qu'il apparaît aussi en rupture? Alors, Vladimir Poutine, vous savez, ça fait quand même 25 ans maintenant qu'il est au pouvoir. Ça commence à faire beaucoup. Et le Poutine de 2000 n'est pas celui de 2025. Il y a eu une évolution très nette, en fait, vers un durcissement, une confiscation croissante du pouvoir et la mise en place d'un pouvoir qu'on pourra qualifier de quasi personnel. Alors, ce qui est intéressant chez Vladimir Poutine, c'est que c'est pas vraiment, il s'inscrit pas dans la logique de transmission paternaliste de l'Empire des Tsars. Par exemple, on ne voit pas, il ne prépare pas ses enfants à lui succéder. Il n'est pas dans cette logique népotiste ou de transmission. Il a plutôt une conception, je dirais, clanique du pouvoir, avec une distribution de récompenses, de prébendes en fonction du degré de loyauté des élites qui sont autour de lui. Il a un premier cercle qu'il récompense grassement tant que ce premier cercle est fidèle. Il a un mode de fonctionnement très secret qui rappelle là aussi plutôt Staline que l'Empire des Tsars. Mais il est vrai que progressivement, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, et c'est lié aussi à l'évolution de la politique intérieure russe, des enjeux aussi de politique étrangère, eh bien, on va le voir mettre de plus en plus en avant l'héritage tsariste au détriment de l'héritage soviétique, alors que lorsqu'il arrive au pouvoir, il est plutôt, en ancien colonel du KGB qu'il est, dans la nostalgie de l'Union soviétique. Et bien progressivement, il est allé vers une valorisation de plus en plus nette de l'Empire des Tsars, qui passe effectivement par ce lien de plus en plus personnel entre lui et le peuple. Et on le voit puisque tous les ans, je ne sais pas si vous êtes familier de cet exercice, mais il y a une grande messe télévisuelle où pendant 3 heures, 4 heures, il répond à des questions entre guillemets spontanées. Vous imaginez la spontanéité, les filtres en réalité successifs, mais bon, c'est spontané, de populations diverses et variées, de tous âges, de toutes classes sociales, qui sont censées lui faire part de leurs difficultés et auxquelles il répond de manière directe, tout en prenant soin, bien sûr, d'incriminer, ça c'est très tsariste, on le trouvait déjà dans l'Empire des Tsars, s'il y a quelque chose qui se commet de mal, c'est que le bon tsar n'a pas été informé et que le mauvais ministre
est en cause. Là aussi, on retrouve cette logique du bon tsar Poutine, c'est-à-dire qu'effectivement, une tendance à critiquer les fonctionnaires qui ont pu être à l'origine de la bévue ou de l'erreur. Oui, d'ailleurs, cette image du bon roi trompé, c'est une image très classique, je dirais, dans l'Europe moderne, comme l'avait montré Yves-Marie Percé il y a longtemps dans un ouvrage. Et là, à l'écran, donc, c'est une manifestation en faveur des Romanov. C'est donc la transcription par dessin d'un document d'il y a simplement quelques années. Oui, parce que le culte des Romanov est en train de revenir sur le devant de la scène. Les Romanov ont été canonisés, et ça, c'est important puisque ça montre aujourd'hui le retour de la religion orthodoxe. Alors, l'Église, plus que la foi, l'Église en tant qu'institution, structure, soutenant le pouvoir. Et avec le patriarche Kirill, qui est lui-même un ancien des services secrets, entre soi, on se comprend bien. Évidemment, cette alliance, pourrait-on dire, du pouvoir et de l'Église joue un rôle clé aujourd'hui. Merci. Alors, maintenant, je me tourne vers Jenny, et donc la guerre froide, et la question de ce rapport du pouvoir au peuple. Dans la guerre froide, qui souvent, on l'étudie avec les grands traités, etc., on l'étudie d'en haut, en quelque sorte. Qu'en est-il dans la guerre froide de la mobilisation de l'opinion, de la participation des sociétés? Alors, le peuple, la société de façon générale, en guerre froide, c'est à la fois un enjeu et une contrainte pour les dirigeants, et ce, pour les deux camps. Et on a vraiment une réciprocité. Alors, une contrainte, peut-être un peu plus pour l'Ouest, parce que ce sont des régimes démocratiques, et évidemment, l'opinion publique exerce une pression sur les dirigeants, ne serait-ce que par les élections, mais pas que. Et là, vous avez une illustration des grandes manifestations pacifistes pendant la crise des euromissiles, le moment où Mitterrand disait « les pacifistes sont ici, les missiles sont en face », voilà, mais où l'opinion publique était vraiment quelque chose d'extrêmement prégnant. Il faut se rappeler qu'on a eu jusqu'à 1 million de manifestants dans les rues de New York en 82 pour le pacifisme, contre le déploiement des Pershing, des missiles américains Pershing en Europe. Mais évidemment, la grande ambiguïté réside dans la définition de l'opinion publique. Alors, vaste débat qui occupe les historiens depuis extrêmement longtemps. Pourquoi le pacifisme est-il aussi important à l'Ouest à ce moment-là ? Bien sûr, parce qu'il y a le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, parce qu'il y a la peur de l'apocalypse nucléaire. Surtout parce que les dirigeants soviétiques travaillent l'opinion publique occidentale et vont influencer et vont travailler l'opinion de façon très large. Et c'est là que les moyens qui sont utilisés sont intéressants pour voir finalement comment tout ça va s'insinuer dans tous les méandres de la société. Parce qu'on voit très vite apparaître des mentalités, des représentations, ce que l'historien appelle, notamment depuis Georges-Henri Soutou et Jean-François Sirinelli, qui avaient lancé cette expression, les cultures de guerre froide. Ce sont les premiers à avoir organisé un colloque autour de cette question. Alors, quelques exemples pour vous montrer. Dès le début de la guerre froide, les Occidentaux utilisent les émissions radio, les radiophoniques, à destination des habitants des pays communistes, notamment des jeunes. Qu'est-ce qu'ils diffusent ? Des informations, oui, effectivement. Un discours un peu politique, parfois, oui. Mais aussi beaucoup de jazz, beaucoup de rock. Pas forcément politisé, la musique. Mais c'est interdit côté soviétique parce que ça vient de l'Occident. Et finalement, la musique, par ce biais-là, la culture devient une forme de subversion. On a beaucoup vu aussi l'utilisation de la bande dessinée. C'est tous, Pif Gadget de l'humanité contre Mickey Mouse de Disney. Voilà. On ne devient pas communiste parce qu'on lit Pif Gadget, mais vous avez cette imprégnation et on investit ces terrains-là de façon très large. Et tout ça va permettre de rentrer un petit peu dans la société, dans les familles, dans les mentalités et de faire rentrer la guerre froide dans le quotidien des gens. Alors, le bloc communiste, là, je viens de parler de la radio du côté occidental, le bloc communiste a beaucoup utilisé les réseaux associatifs divers et variés pour aller comme ça, intégrer un petit peu toutes les associations, la vie quotidienne des gens, aller mener de grandes campagnes à destination de l'opinion publique mondiale. Il y a un exemple qui est très connu, c'est le mouvement de la paix. Lancé en 1950, l'appel de Stockholm, une pétition mondiale demandant l'interdiction de l'arme atomique. La grande force de cette offensive, alors le président d'abord du mouvement de la paix, c'est Frédéric Joliot-Curie,
atomistes français, atomistes, pour l'interdiction de l'arme atomique, prix Nobel, évidemment. Donc, un mouvement qui s'appuie sur la société civile des pays occidentaux, mais qui va multiplier les associations de femmes qui vont transmettre l'appel de Stockholm, les associations sportives, les associations culturelles. Voilà, on y va de chaque. Les femmes des ouvriers de l'usine, etc., vont faire leur propre petite pétition. Et comme ça, on s'insinue dans l'ensemble de la société civile et ça contribue, et ça a très largement contribué à faire de la paix vraiment le support du discours du bloc communiste au moment où le bloc occidental, lui, c'était la liberté. Et vous voyez comment des idées comme ça, petit à petit, vont être finalement monopolisées par l'un des deux blocs en guerre froide. Et donc la guerre froide, elle est devenue culturelle, elle est devenue sportive, évidemment, ça vous connaissez, mais elle est entrée dans les foyers. Et là, vous avez une illustration pour illustrer aussi cette idée. L'Ouest a beaucoup mis en scène sa prospérité, sa modernité, la société de consommation. C'est passé par la promotion de l'électroménager. Je suis sûre que vous avez tous en tête des séries télé américaines de toutes ces décennies de guerre froide qui montrent la parfaite épouse, modèle, dans sa cuisine, ma sorcière bien-aimée, voilà, par exemple, on est en plein dedans. Voilà, l'épouse parfaite, voilà. Et ça donne lieu à une compétition. Alors, il y a une anecdote qui est savoureuse, c'est en 1959, Nixon et Khrouchtchev visitent une exposition d'art ménager. Nixon est très fier de montrer à Khrouchtchev tout ce que l'industrie américaine crée pour faciliter la vie de la femme américaine. Et Khrouchtchev lui répond gentiment que l'URSS n'a pas d'attitude capitaliste à l'égard des femmes. Et l'URSS va au contraire développer une communication qui valorise par exemple des figures, Valentina Tereshkova, la première femme cosmonaute qui est mise en avant, ou bien des femmes, comme on l'a ici, qui pratiquent ce qu'à l'Ouest on appellerait des métiers d'hommes, voilà, des métiers masculins, pour montrer que à l'Est, la femme travaille, la femme soviétique travaille. Les deux sont présentés comme des émancipations de la femme. Je ne suis pas sûre que les femmes ici, on s'y retrouve toutes dans un cas comme dans l'autre, voilà, dans un modèle comme dans l'autre. Mais par ce biais, on voit que la guerre froide intègre voilà, les foyers, le quotidien, la famille de façon générale. Là, on a la femme, je viens de vous parler de Pif Gadget, les enfants. Voilà, c'est toute la famille qui va se trouver finalement entraînée, souvent sans en avoir forcément conscience, dans cette propagande de guerre froide. Oui, alors tu nous as montré que la guerre froide pénètre dans les foyers, pénètre les terrains de football aussi, rappelez-vous donc Camillo. Mais justement, pour l'historien, comment est-ce qu'on peut articuler ces différentes échelles ? Alors, la guerre froide d'en haut, la guerre froide d'en bas, mais c'est aussi, je dirais, la guerre froide au centre, entre les deux grands, et puis la guerre froide à la périphérie, parce qu'on se constitue des blocs qui ne sont pas forcément monolithiques. Mais voilà, comment pour l'historien rendre compte de cette complexité, finalement, entre les échelles géographiques et les échelles, je dirais, individuelles et sociales, collectives ? Alors, en termes d'historiographie, il y a eu un peu deux temps. Il y a eu un premier temps où on a plutôt étudié la guerre froide d'en haut, pour des raisons de source, essentiellement, parce que les archives disponibles, c'était d'abord celles, les archives politiques, les archives des ministères, etc. C'était un peu plus pratique. Et puis, il y a une tendance historiographique depuis maintenant bien 15-20 ans, qui met l'accent à la fois sur la guerre froide, ce qu'on appelle vue d'en bas, la guerre froide des sociétés, et la guerre froide des périphéries, c'est-à-dire décentrer géographiquement les deux échelles. Alors, là, c'est à titre personnel et c'est comme ça que je l'aborde. Moi, je pense qu'il faut absolument une approche globale, à la fois par le haut et par le bas, et centre et périphérie, pour comprendre ce qui est le système de guerre froide, pour essayer de comprendre, je ne prétends pas que ce soit facile et possible même, ce qu'est la guerre froide, parce que je crois que chacun d'entre nous va mettre derrière cette expression aussi des choses différentes. Alors, l'approche géopolitique, celle par le haut, par les États, elle est indispensable. On ne peut pas la contourner, je ne pense pas. Mais elle ne peut pas être pleinement satisfaisante, notamment
en raison de ces interactions entre les sociétés et les dirigeants. Tout ce qui, voilà, il y a des interactions permanentes entre le haut et le bas. Alors, rien de bien novateur, hein, c'est ce que Renouvin et Durosel appelaient déjà les forces profondes dans leur étude du processus de décision en politique. Donc, c'est évidemment une approche aussi ancienne. Mais il me semble tout aussi insatisfaisant de se limiter à une approche par le bas, parce que justement, les opinions publiques sont travaillées par les dirigeants. Alors, un exemple pour montrer à quel point tout ça est complexe et s'entrecroise, la crise de Cuba. On a tous en tête, et je n'y reviens pas, la crise de Cuba. C'est l'occasion d'un grand bras de fer médiatique entre Kennedy et Khrouchtchev. Chacun fait monter la tension et Kennedy va jouer admirablement bien du côté médiatique de la crise de Cuba dans la mise en scène de ses allocutions radio-télévisées, parce que les deux sont ensemble. Ça, c'est un dessin qui est refait à partir d'une mise en scène. Alors, c'est pas un document source à proprement parler, mais c'est comme ça que le mémorial de Caen représente la crise de Cuba. Kennedy sur une télévision. Voilà. Et vous voyez, ça veut dire que c'est vraiment comme ça qu'on se mémorise. Le mémorial de Caen, on a le musée, mais aussi cette idée. C'est comme ça qu'on va le visualiser. Puis il y a notamment les photographies. Alors là, très, très, très mises en scène, qui sont censées représenter Kennedy dans son intimité, dans l'intimité de son bureau avec ses conseillers pendant la crise de Cuba. Évidemment, la spontanéité vaut celle des questions posées à Poutine. Tout est travaillé, tout est évidemment bien réfléchi. Et c'est très important parce que c'est ce qui fait que Kennedy va être le grand vainqueur aux yeux du monde de la crise de Cuba. En grande partie parce qu'on sait qu'en termes de rapport de force géopolitique, ce n'est pas tout à fait le cas. Khrouchtchev a obtenu des concessions majeures, et notamment le démantèlement des fusées Jupiter installées en Turquie, pays membre de l'OTAN, c'est secret. Donc, on voit Kennedy comme vainqueur. Sauf que, quelles vont être les conséquences de la crise de Cuba ? On a tellement fait monter la tension médiatiquement du côté des deux camps que les opinions publiques ont très peur de l'apocalypse nucléaire et font pression. Et les États-Unis sont obligés de réviser leur stratégie. Alors, ce n'est pas uniquement ce facteur qui joue, mais il pèse et les dirigeants américains doivent repenser toute leur stratégie de dissuasion nucléaire, abandonner les représailles massives pour aller vers la riposte graduée. Et donc, finalement, s'adapter à cette pression et à cette lecture de l'opinion publique qu'ils ont eux-mêmes créée par la communication qu'ils ont mis en scène. Donc, vous voyez à quel point on est en permanence dans des interactions, tout s'entrecroise, les dynamiques s'entrecroisent, et chacun, le haut et le bas, oblige l'autre. Et on va voir à peu près le même constat pour ce qui est du rapport centre-périphérie pour les échelles géographiques. Alors, l'historiographie récente a mis en avant le rôle des périphéries pendant la guerre froide. Mais quand on décentre le regard, on se rend compte que les dynamiques bipolaires et les dynamiques locales agissent de façon extrêmement complexe les unes envers les autres. Les deux grands cherchent à séduire les périphéries. Alors, tiers-mondisme, l'arc de crise, voilà, on a plusieurs expressions pour, dans leur jeu de rivalité entre eux. Mais certains de ces pays vont eux-mêmes instrumentaliser l'antagonisme entre les deux grands. Un exemple, l'Iran en 1946 joue pleinement, exagère, dramatise les actions soviétiques pour obtenir la protection américaine, les financements américains, et finalement vont jouer pleinement de ces rivalités. Et que, au définitif, que nous donne la lecture à partir des périphéries ? On voit certes la capacité d'action de ces acteurs périphériques, alors vraiment au sens géographique du terme par rapport à l'affrontement bipolaire, mais ce faisant, ça montre bien aussi que ce sont les deux grands qui sont au centre du jeu, puisque ce sont eux qu'ils veulent influencer. Et finalement, le jeu centre-périphérie, on le retrouve de façon permanente. Donc toutes les approches sont complémentaires et il faut systématiquement mélanger un peu les différentes historiographies si on veut appréhender la guerre froide de façon la plus large et globale possible. Merci. Alors, je vous propose d'aborder la deuxième piste pour croiser donc, la Russie et puis la guerre froide. Et cette piste, tout simplement, c'est la question de l'entrée en guerre et du rôle de la guerre. Et là, je m'adresse à nouveau à Marie-Pierre. C'est un petit peu comme tout à l'heure pour finalement le face-à-face entre le pouvoir et la population. On a l'impression que la guerre joue aussi un rôle central sur la longue durée
dans la Russie. À la fois parce que c'est la guerre qui permet de construire l'empire, mais la guerre aussi joue un rôle, on le voit vraiment, à vous lire, dans la formation de la conscience russe. Et puis, elle joue aussi un rôle, je dirais, dans les vicissitudes du pouvoir. Hein. Et donc, ça doit faire au moins 3 entrées, la formation de l'Empire, la conscience russe et puis l'évolution du pouvoir. Oui, alors avant de répondre à ces questions, je voudrais juste rebondir une petite anecdote que j'ai trouvée dans les archives soviétiques au moment où je travaillais sur la guerre froide aussi. Il y avait des entrées sur ce qu'il fallait combattre et en particulier, ça m'avait beaucoup fait rire. Il fallait attaquer la poupée Barbie, symbole de la pin-up décérébrée occidentale comme objet de consommation. Alors le message féministe qu'il pouvait y avoir était totalement occulté, mais c'était la pin-up décérébrée. Et ensuite, il y avait aussi autre chose, c'est que face au rock, et ça je me souviens très bien pour l'avoir expérimenté moi-même, eh bien, du temps où pour apprendre le russe, et à l'époque on ne pouvait pas faire autrement, on allait dans des structures collectives, la première fois de ma vie que j'ai entendu Bob Marley, c'était en Union soviétique, parce que Bob Marley était interdit à ce moment-là aux États-Unis comme porteur de valeurs jamaïcaines, etc. Mais il était accepté en Union soviétique. Donc voilà, pour l'anecdote, en termes de culture, vous voyez que les soviétiques essayaient, ils étaient moins bons, mais ils essayaient quand même. Voilà. Alors, pour ce qui est de la guerre, oui, effectivement, elle est fondamentale. Et elle parcourt toute l'histoire de la Russie jusqu'à aujourd'hui. C'est une constante terrible. Alors là, vous avez ce tableau, cette gravure tirée d'un célèbre tableau de Vereshchagin, l'apothéose de la guerre, qui montre la souffrance absolue qu'est la guerre, avec ce visuel très très impressionnant. Mais de fait, c'est un constat. Vous avez mentionné la formation de l'Empire par la guerre. Oui, c'est par la guerre que la toute petite Moscovie devient la Russie, qu'elle s'impose aux autres principautés, par exemple Novgorod, qui avait un niveau de développement supérieur, mais qui va être vaincu par les armes. Et puis, l'Empire russe s'est construit par des guerres offensives permanentes, d'abord au détriment des Khanats de la Volga, Astrakhan et Kazan, et puis ensuite aux dépens de peuples nomades dans l'Oural, contre les Bachkirs, puis jusqu'à la Sibérie, et puis aux dépens aussi d'États constitués, la Suède au XVIIe siècle et la Pologne au XVIIIe, les régions baltes, faisant un ensemble qui tombe dans l'escarcelle russe par la force. Et puis, le processus n'est pas achevé, puisqu'au XIXe siècle, 1830-40, les guerres du Caucase qui font plier les Tchétchènes et le Daghestan, et puis l'Asie centrale dans le dernier tiers du XIXe siècle. Donc toutes ces guerres sont des guerres offensives qui visent à former cet énorme État de 22 millions de kilomètres carrés qui est l'Empire russe en 1914. Ce sont des guerres toujours très violentes, très meurtrières, et y compris à l'encontre de populations civiles. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important à souligner, en particulier dans les guerres du Caucase et les guerres d'Asie centrale, qui sont des guerres de type colonial, avec une volonté de mettre la main sur les ressources, le coton en Asie centrale, par exemple. Mais s'y ajoutent aussi des guerres défensives. Et c'est là qu'on rejoint le deuxième point que vous avez mentionné, à savoir le rôle de la guerre dans la structuration de la conscience nationale. Les Russes vont en effet se souder, d'une part par la religion, la foi orthodoxe, mais elle est elle-même utilisée au moment des guerres, bien entendu, et par leur capacité à résister à l'occupant. Alors l'occupant, le premier occupant majeur, ce sont les Mongols, bien sûr. Puis ensuite, deuxième occupant important, les Polonais. En 1612, les Polonais catholiques sont au Kremlin, occupent le Kremlin. Et donc là, on voit bien le lien entre, comme face aux Mongols, mais dans le cas des Polonais, c'est très marqué, le lien entre résistance religieuse et résistance nationale. Et puis, bien sûr, ensuite, 1812, lorsque la grande armée napoléonienne envahit l'Empire. Et troisième temps important dans ces guerres défensives, la guerre de Crimée, 1854-56, face aux Anglo-Français et Piémontais. Alors, 1612,
Et 1812 sont des moments fondateurs dans la conscience collective russe, parce que c'est un moment où ils peuvent être fiers, puisque ce sont des guerres qui sont remportées grâce justement à cette union entre le pouvoir et le peuple. Et 1812 donc sera très tôt qualifié de guerre patriotique. Ce sont des historiens du vivant d'Alexandre Ier qui écrivent les premiers ouvrages consacrés à la guerre sous le titre guerre patriotique. Et on le sait, cette expression sera reprise avec une force décuplée pendant la Seconde Guerre mondiale face à Hitler, qui est qualifié de grande guerre patriotique. Mais dans l'inconscient collectif, c'est une reprise de l'expression. Alors aujourd'hui, c'est intéressant. Depuis 2004, Vladimir Poutine a, je dirais, dévalué le 7 novembre, qui était, vous vous souvenez, peut-être la date anniversaire de la Révolution d'octobre, célébrée en Union soviétique, qui était un jour férié. Depuis 2004, le 7 novembre n'est plus férié en Russie et est férié le 4 novembre, qui correspond à la commémoration de la libération de l'occupation polonaise du Kremlin en 1612. Donc, vous voyez que ça, c'est important, parce que ça replace de nouveau la Russie actuelle dans cette longue durée et dans ces moments de grande fierté collective que représente la victoire donc, de 1612. Et ce 4 novembre donc, est appelé, c'est son titre officiel, Jour de l'unité nationale. Donc, c'est assez clair, on voit bien l'objectif. Bon, et dans l'Empire tsariste, donc à ces guerres offensives et aux guerres défensives, s'ajoutent également des guerres d'influence, des opérations spéciales extérieures, si vous me passez cette expression, voilà, en Hongrie, par exemple, où le pouvoir intervient, en Pologne, en Hongrie, pour réprimer les soulèvements libéraux. Donc, on a vraiment une omniprésence de la guerre. Cette omniprésence a des conséquences très importantes parce que, en particulier, elle va donner à l'armée un prestige absolument énorme jusqu'à ce que ce prestige soit un peu remis en question lors de la défaite de la guerre face au Japon, qui va déclencher 1905, la Révolution. Donc ça, c'est très intéressant parce que, on le voit, le pouvoir joue de ces guerres, mais effectivement, quand il est en difficulté, elles peuvent lui coûter cher. 1905 et puis février 17, qui sera la conséquence directe de la guerre de 14 qui est perdue. Alors, dernier point, c'est assez singulier. Lorsque le pouvoir remporte la guerre, dans la période tsariste et soviétique, lorsque le pouvoir remporte la guerre, la population n'en bénéficie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense pour le courage mené, pour le courage démontré. On le voit par exemple très clairement en 1812. Dieu sait que la population a été courageuse face à la grande armée napoléonienne, 300 000 morts et blessés quand même, Moscou réduite en cendres, ce sont quand même des moments forts. Les officiers qui voient les paysans se battre pour la mère patrie, pour le tsar Batiushka, sont conscients que ce peuple russe, il est d'un courage extraordinaire et ils en attendent des réformes. Ils en espèrent des réformes. C'est là l'origine des premiers mouvements, le mouvement décembriste de 1825. Mais le pouvoir n'accordera rien au peuple au lendemain donc, de cette guerre remportée. On retrouvera la même chose au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Staline ne lâche pas de l'Est du tout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il a mobilisé l'Église pendant le conflit. Les gens pensaient que pour toutes les souffrances éprouvées, il y aurait un mieux. Non, la terreur s'accroît encore à partir de 1947. En revanche, les guerres perdues par le pouvoir entraînent souvent des réformes. C'est le cas de la guerre de Crimée, qui déclenche tout un ensemble de réformes extrêmement ambitieuses, qui vont aboutir en particulier à l'abolition du servage en mars 1861. Et puis, ce sera le cas au moment de la guerre d'Afghanistan, qui est un fiasco complet, mais qui va entraîner justement une prise de conscience par Gorbatchev qu'il faut réformer le pouvoir et donner plus de liberté. C'est le début de la perestroïka. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant, ce rapport très, très singulier que la Russie entretient à la guerre. Oui. Alors, du côté de la guerre froide maintenant, l'un des intérêts du livre, La guerre froide de Jenny Raflick,
c'est parmi de quantité d'autres, c'est de montrer que finalement l'entrée dans la guerre froide n'est pas aussi inéluctable qu'on l'imagine, pas aussi inéluctable qu'on le raconte dans les manuels. Et parce que finalement, tu montres qu'il y avait une logique pour que l'on entre dans une sorte d'affrontement entre États-Unis et Russie ou Union soviétique, un affrontement dès 1917, en fait. Mais il faut néanmoins attendre 1947 pour que l'entrée dans la guerre froide se manifeste. Et puis, on voit aussi, en lisant le livre, que dans cette entrée en guerre froide entre 1945 et 1947, il n'y a pas simplement des doctrines Jdanov, Truman, etc. Mais il y a aussi la manière dont chacun se représente l'autre, la manière dont chacun a peur de l'autre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une part d'irrationnel aussi dans cette entrée en guerre froide? Oui, parce que la guerre froide, c'est une guerre non déclarée. Il y a pas une date, un jour où on peut dire que le conflit commence. Voilà, c'est un peu compliqué. D'où l'expression entrer en guerre froide, mais entrer au pluriel, parce qu'il y a des entrées en guerre froide. Tout le monde n'entre pas en guerre froide en même temps. Alors, effectivement, dès 1917, on a une grande partie des ingrédients. Et notamment, si on définit la guerre froide comme un affrontement idéologique. On a évidemment... Alors, on vient de l'évoquer, hein, avec la révolution de 1917 en Russie, l'arrivée de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, première étape de la révolution mondiale à laquelle aspire Lénine, évidemment. Il y a une portée universelle. Et puis aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, en 1917, c'est l'entrée en guerre, mais c'est surtout, là, pour le coup, les 14 points de Wilson, qui eux aussi ont une portée universelle. Là aussi, on a finalement deux idéologies, clairement antagonistes, mais à visée universelle qui ne peuvent, si on les regarde sur le papier, que rentrer en conflit l'une avec l'autre. Mais voilà, la guerre froide, elle commence pas en 1917. Alors pour plusieurs raisons qui sont propres à la fois à l'histoire russe et à l'histoire américaine. En URSS, après la mort de Lénine, Staline relègue au second plan la révolution mondiale pour se concentrer un peu sur la politique nationale. Et puis aux États-Unis, vous le savez, le Congrès refuse de ratifier le traité de Versailles. Retour sur l'isolationnisme, les pays se replient un peu sur lui-même. Et en 1941, les deux pays entrent même ensemble en guerre dans la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, on a déjà aussi un élément de réflexion sur qu'est-ce que la guerre froide. L'affrontement idéologique ne suffit pas à définir et à expliquer la guerre froide. Il faut autre chose. Parce que sinon, elle aurait commencé en 1917. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Il me semble qu'un élément important, c'est l'évolution des représentations réciproques entre les deux camps. Et là, c'est tout le nouvel ordre mondial post-1945 finalement qui va jouer dans tout cela, et ce vraiment des deux côtés. Côté occidental, alors là aussi, il y a quelques éléments qui ne sont pas forcément les premiers qu'on cite quand on évoque ce nouvel ordre mondial de post-45, mais je crois qu'un élément important, c'est le pré-bail, et c'est ce qui entoure la lecture morale, psychologique du pré-bail. Le pré-bail, il crée un sentiment de dépendance. Alors, il crée une dépendance, mais il crée aussi un sentiment de supériorité dans l'opinion publique américaine vis-à-vis des opinions publiques européennes. Et finalement, c'est ce qui va faciliter la rupture avec l'isolationnisme. Et puis, il y a la réussite économique, technologique, qui va permettre aux Américains d'avoir vraiment les moyens de cette politique mondiale que Wilson pouvait envisager en 1917. Mais non seulement ils en ont les moyens, mais ils en ont besoin, y compris pour leur économie, pour faire vivre dans la paix, ce qui a été la force de l'économie américaine pendant la guerre. Et donc finalement, on a une continuité à cet égard-là. Et puis les soviétiques aussi sortent renforcés du conflit sur un terrain un peu différent, le prestige de l'armée rouge, qui est consolidé par celui de la résistance communiste dans les pays occupés par l'Allemagne. Et finalement, on a, avec le prestige de l'armée rouge, conjugué au prestige de la résistance communiste, quelque chose qui va être plus large que la simple Union soviétique. C'est le bloc communiste qui commence déjà à émerger dans l'idée de la lutte antifasciste. Et là, ça s'imprègne dans les consciences et dans les représentations. Je vous renvoie à l'expression, le parti des, je ne sais même plus, 75 000 fusillés.
Bon, il n'y a pas eu 75 000 fusillés déjà en France et ils n'étaient pas tous communistes. Donc, mais ça va s'imprégner pleinement dans la lecture et dans les mentalités. Et finalement, la guerre froide, elle va déboucher aussi de cette évolution de ces représentations. Et pourtant, ça ne débouche pas encore sur l'affrontement. Voire même dans un premier temps, c'est plutôt un facteur d'équilibre. C'est l'objectif de ce qu'on appelle le grand partage de Yalta à tort. Alors, vous voyez ici, vous avez le dessin qui représente cette photo extrêmement connue, qui est là aussi un petit chef-d'œuvre de communication dans le support, parce que ici, le but de cette photo et de cette présentation, c'est de ne pas montrer que Roosevelt est dans un fauteuil roulant. C'est pour ça qu'ils sont tous les trois assis. On est vraiment... et puis Roosevelt au milieu, arbitre entre les deux. Tout est pensé dans la mise en scène vraiment de cette image qu'on connaît tous, parce qu'elle est partout et elle est dans tous les esprits, dans tous les manuels, dans tous les livres. Mais l'idée de ce fameux grand partage de Yalta, qui n'est pas vraiment un grand partage, c'est l'idée d'une répartition de zones d'influence. C'est-à-dire que finalement, les deux puissances pourraient être un facteur d'équilibre à l'échelle internationale. Donc, pour que ça débouche sur l'affrontement, il faut encore autre chose, finalement. Il faut la remise en cause de cet équilibre au cours des crises successives, notamment au cours des crises en Allemagne, autour de Berlin. Mais il faudra attendre encore plus pour que s'institutionnalisent les blocs. À partir, alors on dit toujours 1947 pour la guerre froide, mais en réalité, les blocs s'institutionnalisent beaucoup plus tardivement, bien après. Et les deux alliances, l'OTAN c'est 1949, enfin l'Alliance Atlantique 49, l'OTAN 50, il faut attendre 55 pour le pacte de Varsovie. On a un processus qui est vraiment un processus non linéaire, graduel, et qui longtemps ne semble pas forcément irréversible. Voilà. D'où ces entrées au pluriel en guerre froide. Oui, alors on est loin, vous le voyez, de l'historiographie un peu classique, vulgarisée des manuels. Alors, dernier thème que je vous propose, c'est d'étudier la question de l'Europe et des sorties de guerre. En demandant à Marie-Pierre, sur la longue durée, quel a été, mais peut-être en 3-4 minutes, pas plus, quel a été le rapport entre la Russie et l'Europe, d'un point de vue géopolitique, mais aussi culturel? Alors, en 3-4 minutes, je vais accélérer. Alors, non, je plaisante, monsieur. Je vais en dire moins. Alors, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de la Russie. J'ai consacré un ouvrage entier à ce sujet que j'ai intitulé « La Russie face à l'Europe, d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine ». Et j'ai choisi la longue durée parce qu'on a des permanentes absolument extraordinaires. Alors, ça commence au XVIe siècle avec Ivan le Terrible, qui commence à avoir à la fois une fascination pour l'Europe et une profonde méfiance. Ça se manifeste comment? Sur le plan géopolitique, on a déjà la guerre de Livonie, la guerre en Baltique, qu'on va retrouver sous Pierre le Grand, également la longue guerre du Nord, donc qui sont des guerres en Europe pour conquérir des territoires en Europe, une partie occidentale de l'Empire. Et donc, on voit que l'Europe est un objet, je dirais, obsessionnel d'expansion. Et la fascination, en même temps, elle est pour la technologie européenne. Par exemple, mentionnons, c'est amusant quand même, que Ivan le Terrible fait venir des métallurgistes anglais pour développer la métallurgie puis sidérurgique, parce qu'il considère que les Anglais ont une connaissance des savoir-faire que les Russes n'ont pas encore. Rappelons aussi que Pierre le Grand va faire ce qu'on appelle la grande ambassade. Il va partir plus d'un an, c'est quand même quelque chose. Un souverain qui part plus d'un an pour se mettre à l'école de l'Occident et observer les chantiers navals en Hollande, en Angleterre. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc on a cet intérêt et dans le même temps, le pouvoir a une profonde méfiance et une très grande inquiétude face à la subversion, face à la contamination qui pourrait venir de l'Occident. Et j'en veux pour preuve quelques exemples. Mentionnons par exemple que les étrangers sous Ivan le Terrible, et ça va durer une grande partie de l'Empire, sont contrôlés. Ils doivent vivre dans ce qu'on appelle le faubourg allemand,
hein. Il n'a d'allemand que le nom, mais le faubourg allemand, parce que, voilà, ils ont droit à avoir leur religion, leurs églises, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de contact avec la population russe, justement par méfiance, hein, par peur de cette subversion qui pourrait s'en suivre. Mentionnons aussi que les Russes sont interdits de voyage à l'étranger pendant une grande partie de l'Empire pour éviter justement cette contamination. Et le pouvoir a raison, entre guillemets, hein, puisque les jeunes officiers qui sont allés à Paris en 1814 en sont revenus avec des idées subversives qui sont à l'origine des premières sociétés secrètes qui vont naître en Russie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, hein, ce lien entre Russie et Europe vu du pouvoir. Et on va le retrouver également au sein des élites. Et ça, c'est très intéressant d'observer cette double répulsion et fascination, hein, qu'on a déjà pour le pouvoir. Une grande partie des élites vont considérer, à partir du XVIIIe siècle, qu'il faut regarder vers l'Occident pour aller de l'avant, pour se moderniser. C'est ce qu'on appelle les occidentalistes. Et puis ceux qui disent non, à trop aller vers l'Europe, on perd notre russité, on perd notre essence propre, et ce sera le mouvement des slavophiles. Et cette méfiance vis-à-vis de l'Europe, eh bien, elle ne touche pas que des philosophes et des écrivains, même si parmi ces écrivains, on a quand même Dostoïevski, hein, qui est de cette teneur, refusant l'ouverture excessive à l'Occident, mais elle va toucher également d'autres sphères culturelles, la peinture, la musique, jusqu'au ballet, hein, de Diaghilev, que vous découvrez ici. L'idée étant que la russité doit s'affirmer avec ses propres valeurs, en opposition à une Europe perçue comme décadente, permissive, et on a un certain nombre de poncifs, hein, qui sont mis en place dès 1830-40 et qu'on entend aujourd'hui dans la voix, hein, Radio Moscou et Vladimir Poutine lui-même. Donc ce rapport avec l'Europe, hein, encore une fois, il s'inscrit dans une très longue durée, et ce que j'ai appelé le dilemme, c'est-à-dire faut-il s'ouvrir ou pas, et comment s'ouvrir sans se mettre en danger, eh bien, il traverse à la fois le pouvoir et les élites culturelles. Alors, pour la guerre froide, on dit souvent que la guerre, elle commence en Europe, notamment avec le plan Marshall, une aide à destination des pays européens, de l'Est et de l'Ouest d'ailleurs. Et puis, on dit qu'elle se termine en Europe aussi, avec notamment la chute du mur de Berlin. Alors, est-ce que c'est vrai, hein, Général Flick? Est-ce qu'on n'accorde pas trop de place, finalement, une place trop centrale à l'Europe dans la guerre froide? Alors moi, je dirais qu'elle commence, c'est fini peut-être précisément à Berlin ou en Allemagne. Le blocus de Berlin, voilà, première étape. Et puis la chute du mur, évidemment, comme symbole fort de la sortie de guerre froide. Alors, l'Europe, elle occupe une place centrale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que géographiquement, c'est vrai que c'est là que se jouent énormément de choses. Et alors, il faut faire attention, il n'y a pas une, mais il y a deux Europes en guerre froide, précisément. Et on va avoir deux expériences très, très différentes, hein, de la guerre froide en fonction de ces deux Europes. La guerre froide n'a pas forcément fait vraiment de morts côté français, dans les pays métropolitains. En revanche, elle a été violente, il faut le rappeler, de l'autre côté du mur. Il y a plus de 2500 Hongrois qui meurent lors de la répression hongroise de 1956. Il y a plus de 600 Allemands qui sont morts en essayant de passer le mur. Ce sont plutôt des chiffres bas par rapport à la réalité. Donc, il y a des expériences, il y a des vécus qui sont différents. Donc, l'Europe au singulier en guerre froide, y compris dans la mémoire, hein, de la guerre froide, c'est un peu compliqué. Là encore, on va être plutôt au pluriel. Les deux Europes, voilà, au sens plus large. Mais je crois qu'elle est aussi centrale, et là, alors, à la fois au singulier et au pluriel, pour ce qu'elle représente pour les deux grands. Et on revient toujours un peu au jeu des échelles. Le bloc occidental, comme le bloc oriental, ont été divisés pendant la guerre froide. Pour l'Occident, on peut penser à la politique gaulliste, à l'Ostpolitik de Willy Brandt. C'est un enjeu extrêmement important pour les États-Unis. Avant de prétendre à maîtriser ou avoir une influence mondiale, leur zone d'influence première, voilà, l'Europe occidentale, ils ont parfois du mal déjà à la maîtriser. Et c'est exactement pareil pour l'URSS. Avant de prétendre avoir une politique mondiale, l'URSS est en but au printemps de Prague, à la révolte de Budapest, aux manifestations en RDA, au mouvement Solidarność encore
plus important peut-être pour le symbole communiste, parce que là, mouvement ouvrier, donc ce que le régime est censé représenter de plus fort. Voilà. Donc, on a des défis internes et finalement, c'est toute la crédibilité, toute la légitimité des deux grands à avoir une voix mondiale qui se joue un peu en Europe. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu très fort qui en fait un point important, puisque, bon, bien sûr, il y a la rivalité ensuite à l'échelle mondiale, mais si on contrôle déjà pas finalement son voisin le plus proche ou celui qui va être son allié le plus évident, quelle légitimité et comment on va pouvoir prétendre influencer le reste du monde. Et puis, ma dernier élément de réponse pour le symbole de l'Europe, alors là, c'est pas qu'est-ce que l'histoire peut dire de nous, mais qu'est-ce que nous, finalement, on peut dire de cet héritage de l'histoire. Je suis sûre que si on fait un sondage, voilà, la date symbolique forte de la fin de la guerre froide, il y aurait à peu près la moitié d'entre vous qui dirait la chute du mur, et puis l'autre moitié peut-être la dislocation de l'URSS, la disparition de l'URSS. Bah oui, sauf que la Corée, elle est toujours divisée aujourd'hui, elle est toujours communiste, la Chine est toujours communiste, le Vietnam est toujours communiste. La guerre froide est-elle vraiment finie ailleurs? Oui, la guerre froide est finie, mais la guerre froide est finie pourquoi? Parce que dans nos têtes, elle est finie en Europe. Et là, je reviens au système et aux représentations de guerre froide. Finalement, c'est aussi notre lecture à nous qui fait que l'Europe est centrale dans la guerre froide, parce que dès que le mur chute, et là je renvoie au très beau livre qui est sorti cet été d'Hélène Miard-Delacroix sur les émotions de 1989, à ce moment-là, quand le mur chute, dans nos têtes, la guerre froide est finie. Voilà, et on passe à autre chose, l'illusion de la fin de l'histoire, voilà, telle qu'on a pu se l'imaginer à ce moment-là. Vous voyez, la guerre froide, elle est dans les têtes, et elle est dans les têtes européennes. Alors, une autre fin, une autre sortie du côté de la Russie. On s'aperçoit que l'empire tsariste disparaît d'une révolution, suite à une révolution, et que l'Union des républiques socialistes soviétiques disparaît par suite d'une sorte d'implosion. Et donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de fatalité à ce que ces régimes en Russie ou en URSS disparaissent de manière, je dirais, brutale. C'est la première chose. Et puis, deuxième chose, si c'est vrai, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut expliquer la brutalité de ces chutes? Est-ce que c'est parce que ces régimes ne font pas de réformes, pas assez? Ou est-ce que parfois c'est à cause des réformes que ces régimes finalement chutent à la fin? Alors, de fait, les deux régimes ont disparu à leur insu, pourrait-on dire, mais les processus sont quand même très, très différents. L'Empire des Tsars, on vient de dire, tombe en février 17 parce qu'il n'a pas été capable de se remettre en cause, parce qu'il n'a pas été capable de se réformer. Et pourtant, il y avait des éléments qui se profilaient. Et j'ai déjà mentionné la révolution de 1905 qui aurait pu constituer un signal, parce que 1905 exprime le désespoir du peuple face à un régime qui ne l'entend pas, qui est sourd à ses attentes, que ce soit en matière de liberté, de droits politiques, mais également de bien-être, puisque on a des problèmes de malnutrition encore, on ne parle pas de famine, mais enfin, et en particulier en 1904-1905, il y a des pénuries monstrueuses qui touchent la population. Et sujet donc à cette guerre russo-japonaise. Mais les leçons ne sont pas tirées. Au contraire, on va dire qu'à un moment donné, oui, le pouvoir va lâcher un peu de lest avec ce fameux manifeste d'octobre 1905 qui semble aller de l'avant, engager une voie constitutionnelle. Mais comme je l'ai déjà dit, la Douma n'a pas de pouvoir réel, pourrait-on dire. Et assez vite, les libertés qui sont concédées en octobre 1905 vont être remises en cause. Et donc, on peut dire que le pouvoir n'entend pas. Il y a une forme d'autisme du pouvoir tsariste de Nicolas II en tête. Et la fin de l'URSS, non, ce n'est pas le même processus. Au contraire, en URSS, Mikhaïl Gorbatchev a voulu la réforme. Lui, il a entendu, il a essayé de répondre aux populations, la population, avec un diagnostic extrêmement lucide. Je me souviens des premiers discours de Gorbatchev, au moment où il est tout jeune secrétaire général. Il ne pratique plus la langue de bois. Sur tout ce qui ne va pas, il le dit de façon très, très, très nette, au point qu'en Occident, on a même du mal à le croire en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?»
Il ne pratique pas la langue de bois, il a un diagnostic courageux et les réformes sont courageuses. Mais lui se heurtait à des difficultés qui étaient trop grandes, difficultés économiques structurelles, méfiance aussi de la population, en particulier les paysans. Lorsqu'on parle de réforme de la terre, ils se disent oui, bah, c'est bien gentil la réforme de la terre, mais je vais attendre un peu parce que si je termine comme le Koulak en 1930, c'est peut-être pas la peine de me précipiter à acheter les terres. Donc le passif aussi a joué et a un peu bloquer cette avancée vers les réformes. S'ajoute à cela la volonté indépendantiste des différents peuples qui composent l'Union soviétique et qui veulent profiter du lest lâché par Gorbatchev pour prendre autonomie et voire indépendance. Et il y a aussi les oppositions politiques internes, dont les communistes d'un côté qui ne veulent rien changer et Boris Yeltsin qui veut faire du passé soviétique table rase. Et donc, de plus en plus, Gorbatchev est coincé, il a un soutien de plus en plus faible. Et c'est ça qui va entraîner l'implosion de l'URSS lorsqu'il démissionne. L'URSS est une coquille de vide. Et donc, c'est une faillite, mais cette faillite n'est pas liée à son refus de négocier, de réformer. Alors certains ont posé la question, mais ce système était-il réformable finalement? Alors ça, on pourrait faire un colloque entier là-dessus. Donc, bon, en tout cas, c'était le pari qu'il a fait. Mais on peut dire que de l'intérieur, il n'a pas été aidé par un certain nombre de blocs politiques qui s'y opposaient, et économiquement, les difficultés ont clairement été sous-estimées. Alors, la dernière question, avant un petit temps d'échange. Dernière question, Jenny. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, dont on parle souvent dans les médias, est-ce qu'on est vraiment sorti de la guerre froide? Et est-ce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que c'est encore en lien avec une logique qui serait une logique de guerre froide? Alors effectivement, depuis quelques années, c'est difficile de le dater parce qu'il y a eu plusieurs retours de la guerre froide. C'est quelque chose qui revient de façon un peu épisodique. 2014, 2022, évidemment. On a parlé beaucoup de nouvelles guerres froides depuis 2022, qui est d'ailleurs un petit peu différente de retour de la guerre froide. On a des choses différentes. Alors, d'abord, je crois qu'il faut se demander pourquoi on évoque cette question. Et là, il y a des éléments dans l'histoire de la fin des sorties de guerre froide, justement, qui peuvent être des éléments de réponse. La guerre froide, parce que ce phénomène de sortie a été un peu compliqué. Il y a pas un traité de paix, il y a pas il y a pas une fin de la guerre froide claire, un jour précis. Ça a laissé un goût d'inachevé, un processus un peu mal défini. On a du mal à dater le début de la guerre froide, mais on a encore plus de mal à dater la fin de la guerre froide. Et puis, il reste des pays communistes, il reste des choses. Donc, est-ce que finalement on en est sorti? Voilà, ça c'est une première question. Ensuite, c'est une guerre sans vainqueur, puisque l'URSS a implosé, mais les États-Unis sont-ils vraiment les vainqueurs de la guerre froide? On l'a peut-être cru en 1990. La réponse est quand même beaucoup moins évidente depuis 2001, et on voit que finalement, ils s'en sont pas sortis aussi bien que ça, et en tout cas, le modèle américain n'est pas devenu le modèle universel qui s'est imposé au reste du monde. Clairement, on est passé à un autre type d'affrontement, et donc là aussi, une sorte de goût d'inachevé. Troisième élément de réponse, la guerre froide a connu des périodes de crise et de détente. Et d'ailleurs, dans les noms, on parle parfois de seconde guerre froide. Alors, est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans la troisième guerre froide? Voilà, est-ce que la chute du mur, ça n'a pas été une détente un peu longue? Est-ce qu'on n'a pas eu une illusion de fin de guerre froide? Et que finalement, alors ça, c'est le problème de l'histoire immédiate. On est sur le temps long. Est-ce que... Alors ça, j'en sais rien. Comment les historiens, dans 100 ans, dateront la sortie de guerre froide? Peut-être qu'eux, ils répondront différemment de nous aujourd'hui, et que justement, pour eux, on sera peut-être que dans une période de détente. Mais ça permet aussi, finalement, et notamment pour certaines générations, puisqu'on a déjà pensé plusieurs fois sortir de la guerre froide, est-ce que ce n'est pas une illusion supplémentaire? Alors tout ça permettrait d'analyser la guerre en Ukraine, notamment, comme un de ces multiples affrontements par procuration de la guerre froide. Effectivement, il y a des éléments. Les États-Unis, les pays européens d'ailleurs, soutiennent l'effort militaire de l'Ukraine, mais de façon indirecte, voilà, exactement comme dans tous les conflits de guerre froide,
en envoyant des hommes sur place, on le sait, mais sans l'uniforme, sans le côté officiel. Bon, tout ça est vraiment très proche de ce qu'on a connu en guerre froide. Puis de son côté, l'offensive russe évoque un peu l'intervention russe en 56 en Hongrie, en Tchécoslovaquie en 68, et peut-être encore plus en Afghanistan en 79. On est en plein aussi, finalement, dans cette tradition. Alors, néanmoins, je ne pense pas qu'on soit dans cette lecture, qu'elle soit possible. Le monde d'aujourd'hui est très différent. Les acteurs ne sont pas les mêmes, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, l'historien le sait, l'histoire, elle ne se répète jamais à l'identique. Voilà, on a toujours des choses très, très différentes. Par contre, je trouve que le succès de l'expression « nouvelle guerre froide » est intéressant pour étudier ce qu'a été la guerre froide. Alors, je suis désolée, c'est un peu ma marotte, je reviens à cette histoire de guerre froide dans les têtes, mais je pense que ça montre à quel point la guerre froide a dépassé les enjeux géopolitiques, à quel point elle s'est imprégnée dans les représentations. Et là, on va avoir des réponses très différentes. Alors, il y a plusieurs générations là dans la salle. Certains sont des enfants de la guerre froide, sont issus du monde post-guerre froide. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, pour une grande partie de nos dirigeants, encore, la guerre froide a été une matrice, vraiment. Et pour une grande partie d'entre nous, c'est une matrice de pensée, telle qu'il est difficile de s'en extraire. Et je suis pas loin de penser que c'est presque rassurant finalement, cette nouvelle guerre froide. Au moins le monde de la guerre froide on maîtrise, il y a deux blocs, il y a deux camps, les gentils, les méchants, d'ailleurs c'est pas les mêmes pour tout le monde, mais ça a quelque chose de plus simple à lire que le monde très complexe, globalisé, d'aujourd'hui, très instable. Et finalement, c'est un espèce de repère rassurant. Et cette expression « nouvelle guerre froide », elle permet de lire l'actualité qu'on va avoir un peu de mal à lire. Et puis, ça a permis aussi, et ça joue sans doute à certaines institutions. Alors moi, je suis historienne de l'OTAN au départ. C'est vraiment le retour à la raison d'être de l'Alliance Atlantique, alors qu'elle n'avait jamais abandonné, contrairement à ce qu'on peut penser. La Russie est toujours restée, y compris pendant le partenariat pour la paix, dans tous les textes de l'OTAN. Mais voilà, on retrouve finalement une raison d'être, quelque chose de lisible, de clair. Et finalement, ça nous dit peut-être plus sur nous que sur la situation de la géopolitique mondiale. Écoutez, merci à toutes les deux. Il nous reste un bon quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure pour des questions et des réponses. Alors, madame, oui. Alors, il n'y a pas le micro. On va, tiens, Apolline, allez, je vous le... Un micro arrive, voilà. Ça va le faire. Pardon, merci. Ouais, merci pour votre exposé. Mais c'est une question simple. Je voudrais que vous puissiez me préciser. Il est dit que la Russie a été humiliée après l'implosion de l'Union soviétique. Et je voudrais savoir si c'est une rumeur ou si c'est vraiment, il y a des arguments qui justifient cette formule. Alors, non, là, je m'inscris en faux contre c'est un des mythes, c'est un des mythes préférés de Vladimir Poutine, que cette notion d'humiliation. N'oublions pas quand même que pendant toute la fin du RSS et toute la période Yeltsin, l'Europe a donné beaucoup d'argent à la Russie, via la BERD, par exemple, via un certain nombre de programmes économiques. On a établi un partenariat. Je vous rappelle que, ça paraît très loin, mais en 2003, il y avait un partenariat Euro-Russie conclu à Saint-Pétersbourg, et donc on avait une sorte de lune de miel. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant mis en avant par Vladimir Poutine
depuis le début des révolutions de couleur, donc la révolution orange en Ukraine, 2004, où il commence à craindre en réalité une sorte de contamination idéologique qui affecterait l'Ukraine et qui, par capillarité, pourrait-on dire, mettrait en danger son pouvoir en Russie. Donc c'est une reconstruction, c'est une reconstruction, et c'est vraiment le narratif du Kremlin pour justement justifier. Par ailleurs, pour ce qui est je rebondis sur ce que vous disiez, Jenny, sur l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, l'Ukraine, c'est pas la Hongrie de 56. C'est plutôt qu'est-ce que c'est parce que je sais même pas comment le qualifier en réalité. C'est la Russie elle-même, c'est-à-dire qu'il est dans un tel déni de ce que pourrait être la conscience ukrainienne. Ça correspond à la répression de l'Ukraine en 1830, on va dire, sous Nicolas Ier, où on commence à arrêter les groupes ukrainiens. Parce que l'Ukraine, pour lui, c'est une partie de la Grande Russie et il refuse de voir que cette Ukraine s'est construite depuis tout le XXe siècle, qu'elle a sa culture, sa langue, ses références et qu'elle a un projet politique qui est d'aller vers l'Europe occidentale avec ses libertés, un état de droit, ce dont Vladimir Poutine ne veut pas, de crainte que ça affaiblisse géopolitiquement la Russie et de crainte aussi que, sur le plan intérieur, les idées mettent en péril son pouvoir à lui. Donc je pense que c'est plutôt... voilà, c'est plutôt de l'ordre de la répression intérieure, comme on en avait vis-à-vis de la Tchétchénie dans les années 30, et l'ampleur des chiffres, l'ampleur du nombre de morts actuels, on est dans des données extraordinairement élevées qui montrent ce prix du sang terrible pour ce projet impérial qui consiste à refuser à l'Ukraine toute voie d'indépendance. Donc, on en vient à regretter les opérations de guerre froide parce qu'elles étaient sensiblement moins meurtrières. Il y avait une autre question, oui, madame. Je me suis demandé, on dit toujours est-ce que c'est une nouvelle guerre froide, mais je pense qu'il faut peut-être formuler la question même encore un peu plus large. Est-ce que ce n'est pas un peu le balancier entre la démocratie et l'autocratie? Parce que l'autocratie, elle a quand même dominé pendant très très longtemps dans l'histoire européenne. La démocratie n'est pas si vieille que ça. Et on voit, les États-Unis, c'est une émanation européenne, la démocratie. Mais est-ce qu'on ne peut pas se demander si aujourd'hui, on est peut-être plutôt dans un tournant autoritaire? Je peux répondre? Oui, clairement, c'est l'une des données. Alors, je vais laisser Jenny réagir sur la notion de guerre froide, mais il est clair qu'on est là aujourd'hui dans une lutte entre les démocraties et à l'occidental, je dirais, l'état de droit à l'occidental, dont vous avez raison, Jenny, de penser qu'au départ, vous l'avez mentionné, il y avait l'idée que ce modèle allait rayonner de lui-même, qu'on allait séduire. Et en fait, cette séduction n'a pas eu lieu partout. Elle a entraîné des réactions. Et on a aujourd'hui des régimes qui se sont campés dans un autoritarisme dont le pouvoir russe joue aussi, parce qu'il utilise des relais pour créer une sorte de contre-modèle. Alors très flou sur le plan idéologique, parce que il y a des éléments assez contradictoires entre eux. Mais la seule... Je dirais le point commun, c'est l'anti-américanisme et le refus de la démocratie à l'occidentale, à l'européenne. Et le malheur, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas unie, puisqu'au sein même de l'Europe, on a des États qui sont de plus en plus attirés par ce modèle autoritaire. Et ça pose évidemment la question de l'avenir de la cohérence, enfin même de la cohérence de notre Union européenne. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, et comme par hasard, ces dangers viennent
viennent des démocraties populaires qui ont longtemps évidemment été sous tutelle soviétique et qui ont sans doute plus de mal que l'Europe occidentale à aller vers la démocratie parce que c'est un phénomène plus récent. Jenny, peut-être à l'échelle géopolitique, parce que donc il y a la Russie, l'Occident, mais il y a aussi la Turquie, il y a aussi la Chine. Alors, justement, il y a un peu l'idée d'Occident qui est derrière cette notion. Et là, l'Occident au sens géopolitique du terme, c'est-à-dire j'y mets le Japon. Alors la Turquie en fonction, voilà. La Turquie est quand même un des pas membre fondateur, hein, mais un des tout premiers membres de l'Alliance Atlantique et puis du Conseil de l'Europe. Voilà, on la retrouve dans des institutions européennes. Très tôt. Donc on a cette définition, et alors cet anti-américanisme, mais cette anti-Occident de façon très large. C'est cette idée, et effectivement avec des pays, alors je pense à la Hongrie, est-ce que l'identité hongroise est occidentale? Je suis pas sûre. Justement, ce sont ces marges, voilà, c'est ces marges entre les deux Europes, entre deux expressions. Mais là, il faut aussi dépasser vraiment la guerre froide et peut-être largement dépasser aussi le 19e pour voir comment se créent les identités. Alors, pas les identités nationales, les identités nationales, mais au sens nation, les identités des peuples. Voilà, comment chacun va se percevoir. Il y a de longs débats chez les peuples slaves. Voilà, les Tchèques seraient trop occidentaux pour être vraiment slaves, dans le regard des Polonais, etc. Donc, vous voyez, on est toujours l'étranger de quelqu'un, y compris parfois de son voisin proche. Et là, il y a beaucoup de types de frontières qui se superposent. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en plein dans ce retour des identités, mythifiées pour beaucoup, mais alors ça se voit beaucoup dans le discours d'Orban, c'est très très présent, ce recours à l'histoire, voilà, sur la très très longue durée, très largement les légendes, voilà. Là aussi, il y a des romans nationaux qui se mettent en place, et tout ça joue fortement sur le comportement des opinions publiques et donc des États. Oui, donc vous avez raison. Aujourd'hui, dans ce combat entre autocratie et puis démocratie, on a finalement une sorte de confrontation entre des antagonismes de longue durée et puis des chocs très conjoncturels, quoi. C'est vraiment une question de temps long. Et le temps long, on l'a beaucoup abordé là, que ce soit avec la guerre froide ou avec la Russie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste à peu près 5 minutes. Monsieur? Oui. Peut-on qualifier la guerre hybride menée en ce moment par la Russie comme une nouvelle guerre froide qui sera en addition à la guerre ouverte contre l'Ukraine? Alors, on a noté cela. On va prendre 2 autres questions. Peut-être on va essayer de répondre en même temps après. Oui, monsieur, au fond? Oui. Bonjour, merci. C'est dans la même lignée que la question précédente. C'est par exemple comment interpréter le viol du ciel européen par les drones russes. Justement, comment peut-on interpréter ça à l'aune de ce qu'on sait de la guerre froide? D'accord. Une troisième question peut-être, une dernière question, et puis Marie-Pierre et Jenny vont répondre en non. Oui. Je me dépêche. Bonjour, merci. L'autre question, ce serait aussi quelle est la stabilité actuelle du régime, puisqu'on a vu que l'URSS et le régime des tsars se sont effondrés alors qu'ils auraient voulu survivre. Pareil sur le régime de Poutine, quel avenir il a selon vous? Question très ouverte. C'est pas forcément évident. Alors, Jenny d'abord. Alors, on va peut-être se compléter. Là, pour le coup, je vais reprendre la casquette OTAN. Voilà. Alors, moi, je vais vous répondre sur la lecture de l'OTAN. Pour l'OTAN, c'est un test très compliqué. Et c'est très, très, très compliqué. On a vu récemment, notamment avec les incursions en Pologne, alors dont on n'est pas sûr qu'elles soient 100% volontaires, parce qu'il y a eu des brouillages de radio du côté ukrainien qui peuvent expliquer. Mais pour le coup, sur la Pologne, pour les autres, ils étaient volontaires, c'est beaucoup plus net. L'OTAN a dû déployer des moyens aériens considérables pour abattre quelques drones.
a dépensé beaucoup d'argent pour abattre quelques drones qui en coûtaient peu. Et c'est un enseignement pas très positif, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas prêt du côté occidental. Et de façon très symbolique, en fait, il y a 2 pays qui savent faire face aujourd'hui à ce type d'attaque, l'Ukraine et Israël. Voilà. Et donc, il faut leur demander de l'aide. Et il y a des conseillers militaires ukrainiens qui sont venus enseigner aux officiers de l'OTAN comment faire. Vous voyez, le rapport de force, c'est intéressant. Voilà. Donc, on est dans le test et pour le moment, du coup, dans l'obligation de trouver une solution très, très rapide. Ça, c'est sûr. Oui, c'est fondamental, l'aide à Zelensky, mais c'est logique, puisque la Russie pratique la guerre hybride, on le sait, c'est inscrit dans la doctrine militaire de Gerasimov, donc c'est une guerre qui doit, et ça rejoint un peu la question que vous posiez, une guerre ouverte, mais également une guerre qui se joue par tous les moyens possibles, donc les drones pour intimider, pour déstabiliser, pour tester la cohérence de l'OTAN. À côté de ça, toute l'armada, si je puis dire, des réseaux sociaux, des fake news, des centaines de comptes totalement faux, qui tous les jours matraquent des fausses nouvelles. Et avec une habileté très forte, le recours à des hackers russes, très bons mathématiciens, très bons informaticiens, bien payés par le Kremlin pour agir. Donc on a toutes ces composantes qui dessinent évidemment une capacité toxique réelle et importante, et qu'il va falloir contrer donc par ceux qui ont déjà expérimenté ces attaques, donc évidemment les drones, mais également quand même aussi tout ce qui est la guerre informatique. Le cyberinformatique prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, et heureusement, parce que là aussi, il ne faudrait pas qu'on soit totalement dépourvu. Alors, quant à la longévité du régime de Vladimir Poutine, vous savez que, tristement, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. Donc, vous voyez qu'on n'a pas fini encore. Il a 74 ans. Et vous avez vu que quand il a rencontré son homologue chinois, il a parlé d'éternité. Donc, ça en dit long sur son propre agenda. Et bon, on ne peut qu'être malheureusement très pessimiste parce que on ne voit pas, vu l'état vu la manière dont l'opinion est corsetée, la force des médias, le discours, la faiblesse de l'opposition, qui existe un petit peu à l'étranger, mais qui évidemment a peu de relais en Russie, on ne peut malheureusement qu'être terriblement pessimiste. Et la seule chose, évidemment, ce serait que l'Ukraine tienne et que l'effondrement économique de la Russie aboutisse à la chute de Vladimir Poutine. Mais ça ne sera pas en un jour. Écoutez, Marie-Pierre Ray, Général Flick et moi aussi d'ailleurs, on vous attend, si vous le souhaitez, au Salon du Livre, alors, non pas sous le chapiteau, mais à la Halle au Grain, au stand Le Cerf, où les intervenantes pourront dédicacer leur ouvrage. Merci.